Alors bonjour tout le monde et bienvenue pour ce cours ou ce cours auditif et un petit peu visuel sur la solidarité. Alors je vous rappelle un petit peu les éléments puisque ça fait quand même un petit moment qu'on ne s'est pas vu et pas parlé, un peu sur la structure générale du cours. Donc le cours, le contexte social de la personne, on va l'appréhender à partir de concepts et ces concepts sont regroupés. Si vous vous souvenez, vous pouvez regarder le plan de cours par groupe de trois. On a déjà vu les représentations, la manière dont on se représente la personne et le milieu dans lequel il vit à partir de trois concepts, les concepts d'individu, de communauté et de société, donc la manière dont on se perçoit et dont on perçoit l'environnement social dans lequel on évolue. Et là, on est passé au deuxième bloc, les principes qui sont au cœur des relations humaines, donc les principes qu'on met à la base de notre interaction avec les gens qui nous entourent. Donc on a vu le principe de liberté, on a vu le principe d'identité et aujourd'hui on va voir un peu quel est le principe de solidarité, donc la manière dont on perçoit notre interaction. Donc la solidarité, et on verra, on va la décliner sous différents aspects, où on verra le plan tout à l'heure, et on va commencer tout de suite par une petite introduction, discussion, présentation autour du texte qu'on avait à lire pour bien comprendre et cerner le concept de solidarité. Alors toujours dans la série de changer un peu l'atmosphère et avoir un peu plus d'énergie positive pour passer à travers tout ce qui nous arrive, un petit peu de ciel bleu derrière moi, puis un peu de forêt, pour quoi? Ben, pour discuter du texte que vous aviez à lire aujourd'hui de Dimitri Verdon, Individualisme et solidarité, quelle relation possible aujourd'hui? Juste un petit peu de contextualisation là pour aborder les questions. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas discuter ensemble en classe comme on le faisait d'habitude et de manière très très dynamique et intéressante malheureusement. Donc je vais faire un petit monologue juste pour introduire les éléments et mettre en contexte parce que en fait ce texte-là est écrit par un intellectuel, un Européen en fait. Le groupe pour la solidarité, c'est un groupe d'intellectuels, un think tank, c'est-à-dire un groupe de pensée qui essaye d'influencer l'Union européenne dans ses prises de position sur les législations sociales. Alors c'est formé toutes sortes de groupes et d'intellectuels qu'on caractériserait plutôt idéologiquement à gauche, liés au monde syndical surtout, et qui essayent de mettre en place des mesures d'État-providence. On reviendra sur le terme. Ce texte a été écrit en 2010, donc suite à la crise économique de 2008, où la plupart des États essayaient de repenser un peu leur mode d'intervention dans un contexte de crise économique. Là, aujourd'hui, dans le contexte mondial de crise sanitaire, c'est intéressant quand même de reprendre un peu la réflexion. Donc, il y a plusieurs éléments qui structurent le texte. Le premier élément, c'est cette opposition entre individualisme et solidarité. Et c'est ma première question. En quoi le principe de solidarité s'oppose à l'individualisme selon l'auteur? Eh bien, en fait, comment il y répond? Il oppose les droits individuels aux droits collectifs. Donc l'individualisme met de l'avant la liberté individuelle que chacun a, bien, de s'enrichir, de prospérer et puis de pouvoir faire un peu ce qu'il veut dans la vie, dans le fond, d'une certaine manière, sans se soucier du principe de solidarité qui est une approche plus par les droits collectifs, c'est-à-dire comment en tant que société on doit mettre en place des mécanismes pour aider euh, ben, finalement les plus démunis, les plus pauvres d'une certaine manière ben, finalement à vivre aussi dignement avec nous. Et ça part du principe que sans solidarité, ben, on ne peut pas véritablement vivre chacun l'un à côté des autres sans s'entraider, sinon ben, on fait juste être dans un principe de défiance, de peur des uns envers les autres, et c'est ça qui mine la cohésion sociale. Donc, ce qu'il explique, c'est que en fait, on est dans une logique de grand individualisme. Et ce qui est intéressant de voir dans le contexte actuel, si on replace un peu dans le contexte de la crise, c'est qu'en fait, quand tout va bien, en général, dans la société, quand il n'y a pas vraiment de problème majeur, pas de crise économique, pas de guerre, pas de pandémie et pas de coronavirus, les gens ont tendance à se dire, bon, bah, dans le fond, chacun peut un peu faire ce qu'il veut et la solidarité tend à diminuer puisque finalement, comme il n'y a rien qui nous affecte collectivement, chacun peut penser à soi puis a plus tant envie d'être solidaire des autres parce que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut payer pour les autres. Euh, Dans un contexte de crise, par contre, comme on le vit actuellement, où là, on se rend compte que ben, on est tous un peu fragiles, on est tous vulnérables. Il n'y a personne qui est à l'abri du virus, comme il n'y a personne qui serait à l'abri d'une crise économique ou d'une guerre.
Et donc dans ces cas-là, ben là tout le monde en appelle un petit peu à ce que les pouvoirs publics, l'État, les gouvernements interviennent pour justement garantir la sécurité et finalement la survie de chacun. Donc actuellement, avec toutes les mesures gouvernementales, tout l'argent, et puis on pourra faire des comparatifs, qui est mis pour justement mettre en place finalement des mesures sanitaires où on voit beaucoup de libertés publiques qui sont même brimées. Hein. On n'a plus le droit de se balader dans les parcs. Les personnes de 70 ans n'ont pas le droit de sortir de chez elles. On peut avoir des amendes très très sévères si on se retrouve à 4 ou 5 à discuter ensemble à moins de 2 mètres dans un parc. Donc tout ça, c'est des contraintes très très fortes que la plupart des gens acceptent parce que c'est des limitations de notre liberté individuelle, mais au nom d'un bien-être collectif. Donc dans ce cas-là, dans les cas de crise, on prend conscience de l'importance de la solidarité. C'est ce qu'on parle, ce qu'on dit tous les jours. On est donc fiers que les Québécois respectent les mesures, sont solidaires, appliquent les mesures du gouvernement. Et donc, on voit un peu l'importance de ça. Donc, la deuxième question que je posais, que je pose là, qui est affichée, c'est quoi l'État-providence? Eh bien, il y a une phrase dans le texte, vers la fin du texte, l'avant-dernière page, je pense, où il est écrit « L'État et ses systèmes de régulation collective demeurent aujourd'hui les meilleurs garants de la cohésion sociale ». C'est une phrase qu'on pourrait absolument lire aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est exactement ça qui se passe. Et on le voit tous les jours à 13 heures avec la conférence de presse du Premier ministre. Le gouvernement arrive avec ses ministres et dit voilà, on met en place des règles, des mesures de régulation collective qui sont les meilleures, qui coûtent très cher, qui demandent beaucoup à tout le monde, mais c'est la seule manière dont on va passer à travers la crise. Arc-en-ciel, ça va bien aller. Donc ça va bien aller si on fait confiance au pouvoir public, si on se soumet aux impératifs de santé publique pour pouvoir tous ensemble traverser la crise. Donc l'État-providence, ben, c'est cette idée-là, c'est l'État autour de ces figures les plus évidentes de l'autorité, le Premier ministre en l'occurrence actuellement, qui dit vous inquiétez pas, on a les choses en main, tout va bien aller, on va s'en sortir. Donc tout ça est quand même assez intéressant à voir et à analyser. Excusez-moi, j'ai un petit problème d'ordinateur. Bon, voilà, ça revient. Donc la question que je vous pose, vivons-nous au Québec dans une société solidaire? Eh bien, on va essayer de répondre à cette question tous ensemble dans le prochain demain, en fait mardi soir, pendant le cours virtuel via Zoom. Donc je fais une pause et là maintenant vous allez entendre simplement ma voix. Voici donc le plan de la séance d'aujourd'hui. Donc on verra dans une première partie la définition du principe de solidarité, comment on peut définir ce concept-là, et on verra qu'on ne peut pas, en tout cas dans la pensée sociologique, réfléchir à ce concept-là sans se référer à la distinction que Émile Durkheim a faite dans son œuvre majeure entre solidarité mécanique et solidarité organique. Deux principes, deux manières de concevoir la solidarité sociale. On reviendra là-dessus. Ensuite, en deuxième partie, on refera un peu l'histoire de la solidarité sociale. Hein. La solidarité, c'est pas une nouveauté. En fait, l'humanité, depuis toujours, en fait, depuis qu'elle écrit, depuis l'histoire, a conçu, inventé, conceptualisé, discouru sur la notion de solidarité et en fait l'a inscrit dans des règles et des lois morales. Alors c'est ce qu'on va voir à partir du concept de charité qu'on peut voir dans la plupart des religions. Ensuite, on le verra avec la notion de solidarisme qui émerge dans le sillage de la révolution industrielle européenne, notamment au XIXe siècle, puis la construction des États-providence comme manière d'intervenir, comme loi gouvernementale ou loi sociale pour intervenir dans la société au 19e siècle, au 20e siècle, et finalement à la fin du 20e siècle, ce qu'on a appelé l'aide publique au développement, qui était une forme d'État-providence, mais au niveau global, comment les États riches pouvaient redistribuer un peu de leur richesse ou la partager avec les États en développement pour leur permettre à ces populations qui vivaient dans ces États-là de vivre plus dignement. Donc on verra un peu l'historique de cette solidarité sociale depuis la forme religieuse initiale jusqu'à aujourd'hui. Et on finira par un questionnement, encore une fois, sur la distinction entre société individualiste et société solidaire.
Alors, comment pourrions-nous définir le concept de solidarité? Alors, on peut y aller classiquement à partir de l'étymologie. Le mot solidarité vient du latin solidus qui signifie, vous l'aurez compris, solide. Donc, la définition qu'on peut donner de solidarité, c'est le lien ou la force du lien entre les membres de la société. Donc, la solidarité constitue, c'est une autre belle image, le ciment social. C'est ce qui permet à une collectivité d'exister du fait de l'existence d'un lien entre les membres qui la composent. Donc la solidarité suppose un lien fort entre les membres d'une collectivité. Donc la solidarité devient dans le contexte où on questionne de plus en plus le lien entre les individus. Hein, on dit que les sociétés sont de plus en plus individualistes. Ça veut dire que chaque élément de la société pense juste à lui ou est un peu plus égoïste ou égocentrique. Et donc ça mine le lien de solidarité. Donc la solidarité est devenue un problème, ou en tout cas un questionnement. On essaie de toujours renforcer la solidarité dans les sociétés modernes parce qu'on voit ces sociétés modernes de plus en plus distantes, où les gens sont de plus en plus distants les uns des autres, et ça rend d'autant plus paradoxal le concept de distanciation sociale qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, qui va à l'encontre de l'impératif de solidarité sociale. Le concept de solidarité se trouve au centre des travaux d'Émile Durkheim, sociologue français Émile Durkheim, donc sociologue du 19e siècle, un des fondateurs de la discipline, qui dans son ouvrage de la division du travail social, paru en 1893, faisait cette distinction entre la solidarité mécanique et la solidarité organique. Cette distinction-là est depuis un des éléments, une des grilles d'analyse les plus élémentaires, classiques, dans le fond, qu'on utilise en sociologie pour distinguer les types de sociétés. Donc pour vous expliquer cette distinction-là, je vais regarder le tableau qui est en face de vous. Je distingue d'un côté donc la communauté de la société. On a déjà vu ces concepts dans les cours précédents, donc c'est assez évident pour vous. Et on voit donc dans la colonne de gauche que la solidarité mécanique, c'est le principe de cohésion, le ciment social dont je parlais tout à l'heure, qui fait tenir ensemble une communauté. Une communauté tient ensemble grâce à cette solidarité que Durkheim nomme mécanique, dans le sens où elle fonctionne du fait même de la mécanique du groupe. Elle est fondée sur le partage de valeurs et de symboles qui sont communs au groupe. Les membres d'une communauté partagent des valeurs et des symboles, et c'est ça qui crée mécaniquement la cohésion entre eux. Donc ce qui est fondamental, c'est le principe d'identité. On fait partie de la communauté parce qu'on s'identifie à ces valeurs. Ces valeurs nous appartiennent, ces valeurs nous construisent et constituent notre identité propre, et on reconnaît ces symboles qui sont aussi les nôtres, et donc par ces symboles et ces valeurs, on prend conscience de faire partie du groupe. Donc vous voyez que dans cette perspective-là de la solidarité mécanique entre les membres d'une communauté, la culture est un élément fondamental, puisque la culture, c'est ce qui rassemble toutes ces valeurs et ces symboles qui sont transmis d'une génération à l'autre pour que finalement les membres de la communauté prennent conscience que de par leur identité et de par le partage de valeurs culturelles et de symboles avec les autres membres de la communauté, eh bien ils font partie mécaniquement, comme par la force des choses, si on veut, de la communauté. Donc c'est la forme de solidarité, on pourrait dire, la plus traditionnelle dans les collectivités humaines, structurées autour de la notion de communauté. De l'autre côté, c'est l'observation que lui fait. Alors je vous rappelle, hein, Durkheim, c'est un sociologue du 19e siècle, donc il observe la société européenne et la société française de cette période-là. On est en pleine révolution industrielle, on est au moment de l'urbanisation, on est au moment où finalement les sociétés humaines, bon, c'est essentiellement des gens liés à la terre, des paysans qui sont dans des petites communautés, qui là se détachent de la terre pour aller travailler dans les villes. Et donc on voit vraiment une déstructuration des formes traditionnelles de communauté pour aller vers une nouvelle forme d'organisation sociale articulée autour des acquis de la révolution industrielle. Donc, c'est-à-dire que les gens sont, pour le dire simplement, là, ils sont plus des paysans qui travaillaient sur une terre depuis des générations et des générations à cultiver la terre. Ça devient des ouvriers qui vont en ville travailler dans des usines, et donc plus véritablement dans leur communauté d'origine.
Donc on passe d'une forme d'organisation sociale qui passe de la communauté à la société, et dans cette société, eh bien, la solidarité peut plus s'exercer de manière mécanique comme elle faisait avant dans une communauté traditionnelle, mais elle va être plus organique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans ce sens-là que ce qui fait que les gens tiennent ensemble, se rapprochent et ont une cohésion, ils font partie considèrent faire partie d'une même société, c'est qu'il y a un rapprochement des valeurs individualisées et des compétences. Alors, ça veut dire que le principe fondamental, c'est plus l'identité, c'est la spécialisation, c'est-à-dire la spécialisation de par sa profession dans le schéma général de production de la société. Donc, on est un ouvrier et par le travail qu'on va accomplir dans la société, eh bien, on va permettre un développement collectif plus large, parce que moi, quand je travaille dans mon usine à fabriquer des automobiles ou fabriquer n'importe quoi, des masques ou des combinaisons ou des respirateurs, eh bien, je contribue au bien-être de la société par ma tâche spécifique. Donc, on a besoin dans la société de médecins, on a besoin d'infirmières, on a besoin de personnel en garderie, on a besoin de professeurs, on a besoin de mécaniciens, on a besoin de toutes sortes de monde qui, par leur travail spécialisé, eh bien, vont finalement fonctionner dans la société. Donc là, la société est vue comme une espèce de corps généralisé, d'organes, où chaque morceau, finalement, euh, est- est- a une utilité globale par son interaction avec les autres morceaux. Prenez un corps humain, le bras, la tête, les jambes, le cœur, les reins, tout ça, en soi, c'est des entités propres, mais qui ont une fonction que s'ils sont liés aux autres. Donc, c'est ça la spécialisation ou la division du travail social, comme il le dit, c'est-à-dire que notre utilité sociale aujourd'hui, elle n'est plus dans l'appartenance à un groupe communautaire spécifique et notre relation d'identité avec eux, on partage les mêmes valeurs, les mêmes symboles, non, elle est dans la spécialisation qu'on va occuper dans l'échelle générale de la production au sein de la société. Donc dans cette perspective-là, c'est sûr que tout le monde ne va pas naître médecin, professeur, ouvrier ou éducatrice en garderie. C'est quelque chose qu'on apprend. Donc l'éducation devient fondamentale dans l'apprentissage de certaines compétences pour pouvoir s'insérer et contribuer socialement, contribuer au développement de la société. Donc l'éducation va devenir l'élément central pour la construction du lien social. C'est d'ailleurs à cette époque-là que l'éducation va devenir obligatoire à la fin du 19e siècle dans la plupart des sociétés européennes, parce que c'est un impératif dans le processus d'industrialisation et de développement des sociétés. Donc dans cette perspective-là, pour faire partie de la société, il faut apprendre à développer les compétences pour pouvoir fonctionner dans cette société-là. Et donc c'est sur l'apprentissage et l'éducation que va se construire le principe de solidarité. Donc il ne s'agit plus, comme dans le modèle précédent, la solidarité mécanique, de transmettre des valeurs, il s'agit d'apprendre de nouvelles compétences pour fonctionner dans la société. Donc ça amène Durkheim à montrer que finalement dans ce processus de modernisation des sociétés, donc le passage de la communauté à la société, eh bien on voit de plus en plus les personnes se développer leurs propres capacités, mais aussi à partir de leur liberté, puisque finalement, on va choisir, ou on va essayer de choisir de faire tel type de profession ou tel autre. Alors c'est sûr qu'il y a toujours des pesanteurs sociales, des déterminismes qui font que tout le monde ne peut pas être médecin ou avocat, mais en même temps, il y a quand même une certaine marge de manœuvre. Donc on voit que la modernisation des sociétés, en permettant finalement de se libérer du poids des communautés, en cheminant vers la société, cette solidarité organique permet un développement de l'individualisme. Et ce développement de l'individualisme risque toujours, et c'est ça qui effrayait Durkheim, risque de nous faire glisser vers ce qu'il appelle l'anomie, c'est l'absence de normes ou l'absence de règles collectives. Donc, aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, ce qui est important, le vivre ensemble, les règles communes de la vie collective sont plus intrinsèques à notre identité. Ils ne sont pas nécessairement transmises, on ne grandit pas avec, on doit les apprendre. C'est pas évident, c'est appris, ça doit être acquis. D'où l'importance de la pédagogie, d'où l'importance de l'éducation, d'où l'importance d'apprendre à vivre ensemble dans nos sociétés et de renouveler à chaque fois cet enseignement du vivre ensemble qui n'est jamais acquis
et qui doit toujours être appris et donc qui doit être partie prenante du processus de formation des plus jeunes. Et c'est pour ça qu'on met l'accent beaucoup dans l'éducation, sur l'éducation civique, sur la prise en compte du collectif et l'apprentissage des règles de vie en commune qui sont plus des données essentielles dans les sociétés fonctionnant à la solidarité organique. Alors, nous avons vu la définition du concept, on a vu en quoi Durkheim en faisait un élément central de sa réflexion un peu théorique sur la société. Voyons maintenant dans une deuxième partie un petit peu l'histoire du mot. Est-ce que ça vient d'où la solidarité dans le fond? Est-ce que les sociétés humaines la pensent depuis longtemps ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau? Et bien quand on fait le détour par l'histoire, on se rend compte que ben non, c'est très ancien, c'est enraciné dans beaucoup de préceptes ou de considérations morales dans la plupart des sociétés. L'ancêtre du mot solidarité, en fait, c'est le mot charité. Charité, ça vient du latin caritas, qui veut dire bienveillance, porter bienveillance, donner de l'affection. Donc la charité peut être définie comme le soin qu'on va apporter à autrui et surtout ne pas demeurer insensible à la douleur des autres. Donc cette vision-là, morale, dans le fond, se soucier des autres, être charitable, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des sociétés et en fait, on le retrouve comme un précepte édicté par la plupart des grandes religions. Je prends quelques exemples là, dans le bouddhisme, le judaïsme, l'islam ou le christianisme. À chaque fois, dans chacune de ces religions-là, on voit cette idée-là de charité qui est mise de l'avant. Je vous rappelle que le mot religion aussi, ça vient du latin religare, qui veut dire relier, rassembler, relier ensemble. Donc, la religion avait pour élément fondamental, encore une fois, de faire tenir ensemble les sociétés, les collectivités humaines. Donc, avait cet impératif de solidarité comme au cœur du projet religieux. Qu'est-ce qui relie les gens ensemble? Et dans cette idée de relier les gens ensemble, eh bien, il y a la notion de se soucier de l'autre. On s'associe à l'autre parce qu'on lui porte un certain, on lui reconnaît une égale dignité, et puis on veut finalement s'entraider. Donc si on regarde dans le bouddhisme, eh bien, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis de l'avant, qui sont ciblés sur cette idée de compassion universelle et de sagesse. Avoir de la compassion envers ceux qui nous entourent, et pas simplement les humains, ça peut même s'élargir à tout notre environnement physique. Dans la plupart donc des grandes religions monothéistes qui ont centrer les préceptes religieux autour d'un texte écrit, on retrouve encore une fois cet appel à une forme de charité. Dans la Torah, pour le judaïsme, on voit cette phrase-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est encore cette idée-là de porte attention à l'autre comme tu portes attention à toi. Ne te dissocie pas de l'autre. On le voit dans la Bible, on le voit dans le Coran, donc dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, c'est ce lien qui est fait entre l'amour de Dieu et l'amour entre les hommes. Donc dans le fond, encore une fois, si vous aimez Dieu, ben, vous devez vous aimer ses créatures. Et dans le Coran, nul n'est croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est encore cette même idée-là. Il faut que tu accordes autant d'importance à l'autre que tu en accordes à toi-même. Donc, on peut voir aussi dans cette idée-là, donc cette charité, c'est cette attention qu'on porte à l'autre, mais qui peut se matérialiser dans le geste concret de la, du don, en fait, du don qu'on va faire, des bonnes œuvres, de l'aumône qu'on retrouve dans la charité chrétienne, qu'on retrouve aussi dans l'islam, le zakat, c'est-à-dire le fait de donner, aux plus pauvres ou de donner aux nécessiteux. Ceux qui ont plus peuvent donner à ceux qui ont moins. C'est un peu comment se matérialise cette idée de charité chrétienne pour finalement euh, incarner l'idée de ciment social, de solidarité des uns entre les autres. On est tous différents, mais on peut s'entraider. Deuxième étape dans cette histoire du développement du concept, alors là on a fait un grand saut hein, des grandes religions monothéistes jusqu'au 19e siècle avec la notion de solidarisme.
Le solidarisme, c'est quoi? C'est une doctrine politique, donc une manière de concevoir l'organisation des sociétés humaines qui se développe au 19e siècle et qui est dérivée de ce qu'on va appeler, le mot est un peu plus connu aujourd'hui, le socialisme. Là, je vous réfère à Pierre Leroux, qui était un socialiste français donc du 19e siècle, qui d'ailleurs qui est supposé inventeur du mot, le mot socialisme. En fait, le mot socialisme, tel qu'il l'a développé lui, autour des années 1840, se voulait comme exactement l'inverse de l'individualisme. L'individualisme, c'est l'attention qu'on porte à la liberté individuelle, et le socialisme, eh ben, ce serait l'attention l'inverse, c'est-à-dire l'attention qu'on porte à la solidarité sociale. Comment construire nos sociétés sous le principe de la solidarité sociale plutôt que sur celui de la mise en évidence de la liberté individuelle. Donc Pierre Leroux a cette phrase: il faut remplacer la charité chrétienne du christianisme par la solidarité humaine. En fait, pourquoi il dit ça? On est dans une période, la période de la révolution industrielle, j'en parlais un petit peu plus tôt, où finalement ça se développe avec une critique sociale de la religion, parce que la religion et la religion chrétienne en Europe étaient beaucoup liées au pouvoir politique. Donc, si on considérait que le mode de développement des sociétés mettait de l'avant une forme de liberté individuelle qui nuisait à la solidarité sociale, si l'Église ou les tenants de la religion catholique s'associaient au pouvoir et appelaient les gens à être solidaires ou charitables, sans pour autant faire d'efforts pour transformer les structures sociales qui menaient à ces logiques d'approfondissement des inégalités, eh bien, eh bien, ça faisait juste reproduire le système et donc ça ne le corrigeait pas. Et à partir de là, ils vont mettre en place ce courant du solidarisme ou du socialisme qui va être vu comme une nouvelle manière de s'organiser et de mettre réellement en œuvre des principes de solidarité sociale pour réduire les inégalités sociales qui étaient de plus en plus grandissantes avec le développement de la révolution industrielle, puisque on a permis de créer, on a créé des mécanismes pour créer beaucoup de richesses et pour finalement l'accumuler, la monopoliser. Quelques personnes devenaient immensément riches au détriment des plus pauvres qui, eux, travaillaient pour faire fonctionner cette machine-là, mais n'étaient pas euh, effectivement rémunérés à juste valeur par rapport au travail qu'ils faisaient. Il n'y avait aucune loi sociale, il n'y avait aucun mécanisme de protection sociale, et donc c'était vraiment la loi du plus fort. Donc cette critique de ce mode de développement de la société où les plus riches s'enrichissent toujours plus au détriment des plus pauvres, qui pourtant travaillent pour l'enrichissement des plus riches, puisqu'ils sont ouvriers dans ce système de production-là, il fallait un petit peu transformer ces règles et essayer de voir comment on peut proposer des alternatives. Les alternatives vont être mises de l'avant dès le début par l'éloge de l'association. Dans le fond, plutôt que promouvoir la concurrence individuelle, hein, la loi du plus fort finalement, de promouvoir des formes d'association où on met en commun nos efforts, où on met en commun nos connaissances, nos richesses pour finalement permettre d'être un petit peu plus solidaire. Donc on le voit dans les coopératives de production, produire en commun, les coopératives de consommation, on le voit aujourd'hui dans les coopératives d'habitation et toutes sortes de coop. Donc c'est une manière de travailler ou de consommer ou de vivre en commun. Et par exemple, pour les coopératives de production, mais quand il y a du profit qui est fait à la fin de l'année, plutôt qu'il soit accaparé par le propriétaire de l'entreprise, le profit est repartagé entre tous les membres de la coopérative. On voit aussi se développer toutes les formes de mutualisme ou de sociétés mutuelles et qui sont les premiers mécanismes d'assistance sociale. J'y reviendrai un petit peu plus tard pour expliquer un petit peu ça, mais ça naît de ce mouvement-là solidariste du milieu du 19e siècle. On le voit aussi avec tout ce qu'on va appeler le courant de l'économie sociale, c'est-à-dire que de développer un secteur de production où l'activité économique soit en lien, non pas la finalité de l'activité économique, c'est pas juste de produire de plus en plus de richesses pour devenir de plus en plus riche, mais c'est au contraire par l'action de produire, de créer des réseaux, une société plus solidaire, une société plus homogène à travers l'activité de travail. Ce serait par exemple de créer
des formes d'organisation du travail ou de créer des structures ou des entreprises qui permettent, oui, de travailler, mais en même temps de donner du travail, par exemple, à des personnes qui, sur le marché de l'emploi, dans une situation de concurrence, n'en auraient pas, comme des personnes handicapées, des personnes en déficience intellectuelle, de leur permettre aussi de contribuer à la société en travaillant. Et c'est sûr qu'ils ne peuvent pas être mis en concurrence avec des personnes qui n'ont pas ces handicaps, et donc il faut que la finalité soit pas de produire le plus efficacement possible, mais de finalement donner du travail à tout le monde. Alors cela nous amène à la question de l'État-providence, parce que mettre de l'avant ce principe de solidarité, de solidarisme, solidarité sociale, c'est-à-dire de créer des mécanismes pour que le fait de produire ou le fait de consommer ou le fait de vivre en société permette une plus grande solidarité et non pas une plus grande concurrence. Comment concrètement on fait ça? Eh bien, ça doit nécessairement passer par le rôle du gouvernement, le rôle des pouvoirs publics, donc le rôle de l'État. Et donc le concept d'État-providence caractérise cette manière dont le gouvernement ou l'État va intervenir dans la société pour justement limiter l'approfondissement des inégalités et construire un petit peu plus de solidarité sociale. Alors comment ça se fait concrètement? Eh bien, pour comprendre le concept d'État-providence, il faut l'opposer au concept d'État enfin, qui existait avant lui, qui est l'État libéral. Donc au XIXe siècle, au moment où on pense ce solidarisme, la forme de gouvernement, la manière dont la société est organisée politiquement, est structurée autour de ce qu'on appelle l'État libéral. Qu'est-ce que l'État libéral? L'État libéral, sa fonction, donc le rôle essentiel du gouvernement, c'est d'assurer la sécurité au sein de la société et surtout finalement de préserver le droit de propriété privée. Donc assurer la sécurité, c'est-à-dire essentiellement avoir des militaires qui protègent les frontières et des policiers qui garantissent l'ordre à l'intérieur du territoire, et garantir l'ordre, eh bien, c'est respecter une certaine forme de paix sociale, et ça passe notamment par le respect de la propriété privée, c'est ce qui était considéré comme essentiel à l'époque. Donc s'il y avait des inégalités sociales, eh bien, chacun restait dans son coin parce qu'il fallait justement euh, réprimer toute forme d'atteinte à la propriété privée et préserver la sécurité sur le territoire. C'était essentiellement ça le rôle de l'État. On s'occupait de rien d'autre que de ça. Donc ce qui était éducation, santé, développement culturel ou tout ce qu'on veut, tout ça n'avait aucun rapport avec, n'était pas imputable au rôle de l'État. C'était pas à l'État de s'occuper de ça, c'était laissé aux organismes privés. Donc l'État euh, devait garantir le plein épanouissement finalement de l'individu qui était de plus en plus libre, puisque ce qui était central, c'était que chaque individu devait être dans sa vie responsable de soi et prévoyant envers l'avenir. S'il n'y avait aucun mécanisme social pour vous aider si vous y arriviez pas. Par exemple, vous êtes vieux, est-ce que vous avez une retraite? Ben, c'est à vous d'avoir pensé à votre retraite. Si vous voulez avoir accès à l'éducation, ben, c'est à vous de trouver les moyens de financer votre éducation ou à votre famille. Si vous tombez malade, ben, il faut avoir prévu ce cas-là, puis avoir mis de l'argent de côté pour pallier à tout ça. Chaque individu devait lui-même prévoir et s'en remettre à lui-même pour son cheminement social, et il ne devait pas compter sur d'autres. Et si véritablement il n'était pas capable de subvenir à ses besoins essentiels, eh bien là, on s'en remettait à une forme de solidarité qui était euh, portée par des organismes plutôt privés. Et c'est là où, par exemple, en Europe, les institutions religieuses avaient une mission de s'occuper, via la charité chrétienne notamment, des plus pauvres. Donc c'était pas à l'État de s'occuper de ça, c'était aux institutions privées ou même des fois aux riches, ce qu'on appelle les mécènes, c'est-à-dire des gens qui finalement avaient des moyens et qui décidaient d'investir dans ça ou ça en fonction de leur bon vouloir. Donc ça, c'est la forme d'État qu'on appelle libéral. La critique qui va être faite de cette forme d'État au XIXe siècle, c'est que finalement, ça permet de pallier certains manquements quand ça va vraiment mal, mais en général, ça ne permet pas de lutter contre les inégalités sociales qui sont grandissantes. Donc comment faire pour lutter contre les inégalités sociales grandissantes? Ben, il faut que l'État prenne en charge cette, cet objectif de réduction
des inégalités sociales, et ça passe par une forme de solidarité, parce que dans le fond, l'objectif de l'État dans ce sens-là, et c'est là où il y a un changement de perspective, c'est plus simplement d'assurer la sécurité et garantir la propriété privée, mais c'est d'assurer la cohésion sociale, le lien social. Donc c'est pas juste la paix sociale, mais le lien entre les membres d'une société, et ça part du principe que s'il n'y a pas d'entraide, ben, il n'y a pas véritablement de société, ou cette société-là, comme il y a des inégalités profondes, elle va toujours être à risque d'exploser, parce qu'à un moment donné, les inégalités deviennent intolérables pour ceux qui sont dans une situation de plus en plus précaire, et il y aura toujours des tensions. Donc pour essayer de dépasser ça, il faut essayer de construire des mécanismes de solidarité, et donc d'essayer de voir comment on peut construire des formes d'assurance mutuelle. On le voyait beaucoup dans le texte de Verdon que vous aviez à lire, des mécanismes garantissant une assurance mutuelle. Donc là, dans cette perspective-là, la solidarité sociale est prise en charge par l'État et ses différents services sociaux qui vont se développer. Donc l'État-providence va commencer à se développer à partir de la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle dans la plupart des sociétés industrialisées, qui vont se dire, bah, si on veut véritablement cheminer vers un plus grand progrès social, il faut permettre de garantir à tous un minimum d'accès à une vie digne. Donc l'éducation pour tous, donc, et plus tard la santé pour tous, puis aussi des mécanismes de protection sociale comme la retraite, comme l'assurance chômage, l'assurance médicaments, en tout cas toutes sortes de mécanismes que je vais détailler un petit peu plus tard, qui finalement sont pris en charge collectivement via la richesse collective qui est collectée par les impôts, pour mettre en place des programmes comme par exemple les garderies, comme l'école, qui finalement coûtent pas à chaque personne, ou coûte très peu à chaque personne qui utilise le service, ou en tout cas on ne paye pas le prix que coûte véritablement ce service, parce que l'État vient compenser par un apport d'argent public pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces services. Au nom de quoi? Ben, au nom d'une plus grande solidarité sociale, parce que quand vous envoyez vos enfants à la garderie, par exemple, ben, vous pouvez travailler, donc vous pouvez contribuer à la société. Si la garderie coûtait très très cher, eh bien, vous ne pourriez pas faire ça si vous n'aviez pas les moyens. Et donc, il n'y a que ceux qui auraient la possibilité de faire garder leurs enfants parce qu'ils auraient suffisamment de richesse pour se payer une gardienne privée qui pourrait aller travailler. Donc, ça crée une inégalité face à l'accès au marché de l'emploi. Donc, on voit un peu cette idée-là. Dans l'État-providence, c'est l'État qui assure la prise en charge d'un certain nombre de services sociaux jugés essentiels, et ça, c'est un choix politique qui est fait. Alors, si on regarde concrètement comment, à quel moment mis en place se sont mis en place toutes ces mesures sociales portées par le concept d'État-providence, ça s'est généralisé autour de la crise économique des années 30 en Europe. En fait, euh, on a, la crise des années 30 a permis de voir que finalement l'idée d'une croissance économique sans cesse, ou d'une production sans cesse de biens, allait toujours amener vers un enrichissement collectif. En fait, il y a eu une crise de surproduction. À un moment donné, que si on ne peut plus vendre ce qu'on produit, ben c'est quand même, ça crée une crise économique qui elle-même accentue les inégalités sociales, et crée des déséquilibres sociaux et voire politiques. La crise économique des années 30 a amené la montée un petit peu de ce qu'on appelle les extrêmes en Europe, hein, les partis plus radicaux, fascistes, ou le nazisme, et qui ont finalement mené à la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a une analyse qui a été faite: trop d'inégalités sociales crée de l'instabilité sociale, qui crée des régimes politiques, qui peut créer finalement des guerres et des atrocités. Donc suite à la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des États se sont dit, il faut éviter de reproduire ces grands cataclysmes, ces grandes atrocités. Il faut lutter contre les inégalités sociales et l'exclusion, parce que ça peut créer de la profonde instabilité, qui peut créer finalement des situations de chaos assez dramatiques, comme on l'a vécu avec la Deuxième Guerre mondiale, hein, autour de 100 millions de morts en Europe. Donc comment faire pour, et pas simplement en Europe d'ailleurs, dans le reste du monde aussi. Donc comment faire pour lutter contre ça? Eh bien, l'idée, c'est de mettre en place des mesures qui vont permettre de limiter l'approfondissement des inégalités sociales, et de permettre aux plus démunis d'avoir accès aussi à une vie digne dans la société. Donc la phrase que vous voyez là permet un petit peu de comprendre la logique: substituer à l'incertitude de la providence
religieuse, la certitude de la providence étatique. C'était la phrase qu'on mettait de l'avant pour expliquer cette mise en place de l'État-providence, hein, l'adjectif providence. Donc l'incertitude de la providence religieuse, eh bien c'est pourquoi voir toujours des crises récurrentes qui font que bon ben là il y a une crise économique ou il y a une crise sanitaire et est-ce qu'il y a une église qui va m'aider? Non, il faut qu'il y ait des programmes qui soient mis en place pour que régulièrement, quand la crise arrive, eh bien on ait prévu les choses et on se soit donné les moyens pour éviter qu'il y ait trop de détresse sociale qui se développe. Donc c'est à partir de là que sont mis en place toute une série de législations sociales, à partir des années 50, 40, 50 au Canada, notamment le salaire minimum. Le salaire minimum, donc avant il n'y avait pas de salaire minimum, le fait qu'il soit fixé par la loi, hein, il y a on verra d'ailleurs ce que va donner la crise sur le niveau de salaire minimum. On pourrait penser peut-être qu'on va augmenter le salaire minimum pour donner plus d'accès aux ressources aux gens. Les assurances sociales, ben, c'est toutes des assurances qui vont... Une assurance, c'est quelque chose qu'on développe pour se mettre à l'abri du risque qui peut nous atteindre dans notre vie. Donc, vous tombez malade, vous êtes trop vieux, vous pouvez plus travailler, vous perdez votre emploi, vous êtes au chômage. Donc, comment faire pour, dans ces cas de crise personnelle, individuelle, il y a des mécanismes qui soient mis en place ben, pour pouvoir vous soigner, pour pouvoir vous donner une rente quand vous êtes trop vieux, que vous ne pouvez plus travailler, ou ben, quand vous avez perdu votre emploi pour toucher une assurance chômage. Donc, c'est des mécanismes collectifs qui vont être mises en place. Et il y a aussi toute une série de services sociaux, comme ben justement on en parlait, les garderies, vous connaissez bien ça, mais aussi l'accès à l'éducation, l'accès à la santé pour tous, donc tous des régimes qu'on appelle universels, c'est-à-dire que toute personne faisant partie de la société, du fait qu'il est membre de la société, citoyen, a droit à ces services essentiels, garantis, financés, organisés, réglementés par la puissance publique, c'est-à-dire l'État. C'est ça des législations sociales et c'est ça qu'on met en œuvre avec l'État-providence. Alors actuellement, on a une excellente illustration de ça avec la crise actuelle, la crise sanitaire actuelle. L'État où le gouvernement proclame l'état d'urgence, donc il se donne tous les pouvoirs pour finalement mettre en place des règles et subvenir par toutes sortes de subventions, de programmes, de mécanismes aux gens qui sont plus capables de subvenir à leurs besoins parce qu'il y a un chômage massif, parce qu'on a interrompu l'activité économique, parce qu'on a fermé les écoles, et donc il faut que toutes sortes de choses soient mises en place, et c'est l'État qui le prend en charge. Donc actuellement, au Québec et partout ailleurs dans le monde, on voit un retour en force de cet État-providence. Maintenant, ce qu'il faudra voir, c'est ce qui va survivre à la crise. Ça, c'est une autre paire de manches. L'histoire le dira. La dernière étape qu'on peut voir dans cette histoire du concept de solidarité, c'est celle de l'aide publique, ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'est la solidarité qui s'établissait au sein de communautés via finalement les impératifs religieux. On a vu à partir du 19e siècle, la révolution industrielle amener une réflexion sur une solidarité sociale qui devrait être prise en charge par l'État et qui va l'être à partir du 20e siècle autour des lois sociales qui vont se structurer autour de l'État-providence. Mais chaque État-providence, dans son cadre national, met en place des programmes pour aider les plus démunis et mettre en place un mécanisme de solidarité via les impôts. Là, la dernière échelle qu'on voit, c'est à l'échelle de la planète. Est-ce qu'il y a des mécanismes de solidarité qui peuvent s'établir entre les États, entre les peuples au niveau international? Et on voit que oui, en fait, c'est ce qu'on appelle la solidarité internationale, un concept qui se développe à partir après la Deuxième Guerre mondiale aussi, donc un peu en même temps au moment où se structurent les États-providence dans les pays industrialisés, eh bien se développe le concept de solidarité internationale entre les pays industrialisés et les pays qu'on va commencer à appeler en développement. Et là, on va mettre en place des mécanismes d'aide au développement. C'est ce qu'on appelle l'aide publique au développement, l'aide que les États riches donnent aux États jugés moins riches ou en demande de financement. Donc ça se développe après la Seconde Guerre mondiale. Ce concept d'aide au développement est finalement une invention du président Harry Truman en 1948.
et on va créer, mettre en place cette notion d'aide internationale à partir des années 50 et 60. Et on peut voir l'évolution de cette aide-là. Dans les années 60, les États riches consacraient à peu près 30 milliards de dollars. Alors tous les États ensemble euh, jugés riches, donc les pays membres de ce qu'on appelle l'OCDE, l'Organisme pour la coopération et le développement économique, qui regroupe les 30 pays les plus riches économiquement de la planète, mettaient ensemble à peu près 30 milliards pour aider les pays en développement à développer toutes sortes de programmes pour pouvoir se développer, entre guillemets. En 2019, on est rendu à peu près à 150 milliards de dollars. C'est l'argent que l'ensemble de ces pays riches mettent en investissement en forme de solidarité internationale pour développer des programmes, un peu comme des programmes sociaux, mais des programmes que les États mettent en œuvre pour accéder à un meilleur développement. Alors il y a toujours une réflexion un petit peu critique autour de ça. Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? 150 milliards pour les 30 pays les plus riches du monde, c'est vraiment très 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 peu finalement. Si on regarde depuis les années 90, l'aide publique au développement est dépassée par les flux privés vers les pays en développement, qui sont d'à peu près 210 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire, les flux privés, si on veut mettre des images un peu plus claires derrière ces concepts-là? Ça veut dire, les flux privés, c'est l'argent que les travailleurs émigrés, donc ceux qui sont partis de leur pays, qui sont allés travailler dans un autre pays, renvoient à leur famille euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir se développer, ou l'argent que des entreprises se renvoient l'une vers l'autre. Euh, donc ça passe pas par les gouvernements. Donc si on regarde le comparatif avec ce que les États donnent, en fait, il y a beaucoup plus d'argent qui circule entre individus ou entre compagnies, entreprises privées que ce que les États donnent, les États riches donnent aux États pauvres. Et si on veut comparer, hein, le budget du Canada, le Canada fonctionne chaque année à peu près avec 300 milliards de budget annuel. C'est l'essentiel du budget du gouvernement du Canada. Au Québec, c'est un peu plus de 100 milliards. Donc, si on donne 150 millions pour l'ensemble des pays pauvres versus 100 milliards pour le Québec, ben, vous voyez que la marge de manœuvre est quand même différente. Et puis, si vous voulez faire un autre comparatif, regardez, ça va sortir un petit peu dans la presse de plus en plus, tout l'argent que les gouvernements fédéraux et provinciaux mettent actuellement dans la lutte au coronavirus. C'est je pense au niveau fédéral, on est rendu à 150 ou 180 milliards de dollars, simplement au niveau canadien. Au niveau du Québec, c'est plusieurs milliards qui sont mis de l'avant. Les États-Unis ont voté un plan d'urgence de 2000 milliards de dollars, donc vous voyez que les échelles sont un peu... on ne joue pas dans la même catégorie. Bon, cela dit, c'est quand même un mécanisme qu'on peut juger qui est insuffisant en termes de solidarité internationale, mais bon, qui existe quand même et qui dans tous les cas se fonde sur cette idée-là. Il doit y avoir un principe de solidarité internationale ou humaine entre les humains d'ici et les humains d'ailleurs. Donc, on l'a vu, pour résumer un petit peu cette évolution du concept de solidarité, en fait, ce qu'on voit, ce que vous avez dans le schéma en face de vous, c'est l'évolution de la source. En fait, qu'est-ce qui est l'élément central? D'où provient ce principe de solidarité et qui peut garantir cet élément de solidarité qui va assurer une cohésion au sein de la collectivité humaine qu'on observe? Eh bien, historiquement, on voyait que avec les préceptes religieux, c'était centré autour de finalement la figure divine, c'est Dieu de Dieu qu'émanait le principe de solidarité, puisque c'était lui qui donnait les orientations morales pour pouvoir être un bon croyant finalement. Donc c'était autour de Dieu qu'était fondé le principe de solidarité. Puis à partir du 19e siècle, le rejet un peu de la religion, puis le développement d'une pensée plus solidariste ou socialiste, on voit que là c'est plus Dieu mais la société en tant que telle qui doit assurer la solidarité entre ses membres par différentes formes de mise en commun, de coopérativisme ou de mutualisme. À partir du XXe siècle et le développement de l'État-providence, c'est au gouvernement et donc à l'État en tant qu'appareil de gouvernement que revient la tâche de mettre en œuvre des programmes sociaux, des lois sociales permettant de construire réellement, concrètement, des institutions qui vont garantir une solidarité
sociale. Et on le voit avec fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, comment construire au sein de la communauté internationale. Donc on reprend le mot de communauté, mais au niveau euh, international, donc entre les nations, au niveau global, comment construire une forme de solidarité, de communauté pour faire face finalement à des enjeux communs, l'approfondissement des inégalités, les instabilités. Il faut qu'on mette en place des mécanismes de solidarité internationale pour affronter ensemble, en tant qu'humanité, les défis auxquels on a à faire face. Ça peut être les différences en termes de développement, les inégalités sociales qui engendrent des problèmes liés, par exemple, les migrations, donc comment faire face collectivement à cela, donc donner les moyens aux gens dans chacun des pays de vivre dignement. Si les gens vivent dignement, ils n'auront pas envie d'aller ailleurs. De faire face aussi aux crises environnementales, aux sécheresses, aux inondations, aux guerres, aux conflits et aujourd'hui aux pandémies, c'est-à-dire à la diffusion globale. Le virus, il ne s'arrête pas aux frontières, il n'a pas un visa pour rentrer au Canada, il rentre comme il veut. Et donc, il faut mettre en place des mesures sanitaires globales pour pouvoir faire face à ça et pas rentrer dans une logique de concurrence ou de confrontation comme on le voit actuellement au niveau international, par exemple la guerre commerciale pour aller acheter des masques en Chine. Donc, comment faire ça collectivement? Comment recréer des formes de solidarité? Parce que c'est en étant solidaire qu'on va passer à travers et non pas en développant des stratégies personnel ou égoïste. Donc la préoccupation constante qu'on voit à travers cette évolution du concept, c'est cette idée de comment faire pour vivre ensemble de manière cohésive, solidaire, en dépassant les égoïsmes, sachant que ils sont toujours, c'est l'histoire de l'humanité, là ils peuvent toujours ressurgir ici ou là. Donc comment créer le sentiment de solidarité. Alors pour conclure, la grande question, la question à 100 piastres, comme on dit, est-ce que nos sociétés sont individualistes ou solidaires? Eh ben, elles sont toujours un petit peu l'un ou un petit peu l'autre, ça dépend des contextes. Actuellement, on est très fiers au Québec de trouver qu'on est solidaire dans l'épreuve et la plupart des gouvernements disent ça parce que justement, on est dans un contexte de crise profonde où toutes les certitudes sont un peu ébranlées et donc il faut trouver des manières collectivement de faire face à ça parce que individuellement ça ne fonctionnera pas, mais c'est sûr, comme je le disais un petit peu en introduction, quand ça va mieux, ben là on relâche un peu la vigilance et la solidarité. Donc c'est un enjeu c'est une question en fait qui revient un petit peu tout le temps de manière récurrente dans nos sociétés, donc ça revient à cette question que posait Durkheim, comment, en fait, la question centrale, c'est comment éviter l'anomie, l'absence de normes communes qui fait que la société va tranquillement se fragiliser et se détruire parce que chacun, elle s'atomise, chaque individu se referme un petit peu sur lui-même, pense juste à lui et même se voit en concurrence avec les autres pour des ressources qui sont limitées. Et c'est ce qui est d'ailleurs mis de l'avant et promu par notre société. On le reverra quand on abordera la question de marché, hein. Sur un marché, on est tous en concurrence pour s'accaparer les ressources. Cette vision-là où chaque individu est dans son coin et en concurrence avec les autres, eh bien ça mine le principe de solidarité. Et donc, il faut essayer toujours de trouver un équilibre entre, d'une part, la solidarité sociale et d'autre part, la liberté individuelle. Donc, c'est une des questions centrale des sciences sociales. En fait, la sociologie même s'est construite avec Durkheim et d'autres à partir de cette réflexion-là, comment on construit le lien social, comment on garantit la pérennité du lien social dans nos sociétés qui ont de plus en plus tendance à promouvoir la liberté individuelle et donc à détendre ce lien-là. Et donc comment faire pour pas simplement attendre que des crises surgissent pour redécouvrir la nécessité qu'on a de vivre ensemble et de développer des mécanismes, comment au-delà des crises garantir une pérennité du lien social. Eh bien ça, comment faire, hein, je vous pose la question, on va en discuter. Peut-être une des clés, c'est de l'apprendre le plus tôt possible, d'apprendre la solidarité dans le processus de formation. C'est un peu ce que disait Durkheim avec le principe de la solidarité
organique et c'est ce qu'on fait, nous, quand on intervient dans notre système éducatif ou même encore auprès des plus jeunes, comment apprendre la solidarité.